Bonjour à tous, bienvenue dans les jeudis de l'ergoccupation. Aujourd'hui, pour cette première session, nous accueillons Adeline Avril. Adeline, donc, qui est ergothérapeute depuis 2004, diplômée de Rennes, et qui va nous parler de ses activités d'ergothérapeute, particulièrement avec les enfants présentant une paralysie cérébrale. Adeline a eu différentes expériences à l'étranger, en France, en libéral et en institution. Elle avait auparavant donc un cabinet à côté de Lyon et elle vient de poser ses valises pour un retour aux sources à Rennes depuis quelques jours, donc elle est à peine installée. Et voilà, donc je vous laisse avec Adeline Avril découvrir l'enfant avec paralysie cérébrale. Bonjour à tous, je suis Adeline Avril. Par rapport à la présentation qu'a fait Aurélie, ce que je voulais préciser, parce que je ne sais pas si vous travaillez tous en libéral ce soir. En tout cas, moi, j'ai pas toujours travaillé en libéral. En fait, j'ai commencé en hôpital pédiatrique et ensuite en institut d'éducation motrice. Voilà, avant de rejoindre le libéral une première fois en 2014 et une deuxième fois en 2016. Euh, Au niveau pratique, Aurélie, s'il y a des questions dans le chat, t'hésiteras pas à me les retransmettre à l'oral parce que Oui, là, je tout suis à pas fait. sûre de réussir à gérer ça. Voilà. Non, mais tout à fait, hein. Je te retransmets toutes les questions, comme ça te permet de rester concentré sur ce que tu dis, et puis je te repose les questions après. D'accord? Voilà. Du coup, n'hésitez pas à poser les questions quand ça vous vient et pas tout à la fin, hein, parce que le but c'est que ce soit source d'échange aussi. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint, mais c'est plus pour faire support en fait, hein. Plus on peut échanger autour de ça et mieux c'est. Du coup, je vais tenter un partage d'écran qui semble fonctionner. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, comme vos micros sont coupés, quand vous voulez dire oui, vous pouvez le faire. Alors là, bah, on vous voit encore. Alors, ceux qui ont une caméra, vous pouvez le faire juste avec un signe de pouce levé ou le mettre effectivement sur le chat si vous voulez. Je pense effectivement que c'est bon pour tout le monde. Ça, normalement. Martine, non, t'as un problème ou tu mets des points d'interrogation? Bah là, je parlais plus, hein, donc. Ouais, ouais. Ok, bon, bah du coup c'est parti, puis vous me dites si faut que je m'interrompe. Bon, alors là, le début, c'est juste des mini rappels à propos de la paralysie cérébrale. C'est vrai que les uns et les autres, je sais pas du tout si vous venez là ce soir pour redécouvrir cette pratique-là ou si c'est déjà votre quotidien. Donc bon, voilà, je remets quelques notions, mais c'est vraiment pour aller très vite. Donc la paralysie cérébrale, c'est une atteinte non progressive sur un cerveau en développement. Globalement, on parle de la période avant la naissance, autour de la naissance et jusqu'à 2 ans après la naissance. Il y a plusieurs formes de paralysie cérébrale et principalement, on retrouve la forme spastique qui est 80% des enfants et la forme dystonique. Donc dystonique, ça veut dire globalement mouvement involontaire pour 20%. Voilà, et on classe aussi régulièrement la paralysie cérébrale par localisation de l'atteinte. Globalement, on retrouve des atteintes unilatérales ou hémiplégie, des atteintes bilatérales qui peuvent être soit aux deux membres inférieurs principalement, du coup diplégie, aux quatre membres, du coup quadriplégie, et tétraparésie, c'est un terme qu'on retrouve dans certaines classifications et qui indique que c'est une atteinte plus légère des quatre membres, mais avec aussi souvent un membre supérieur plus touché que l'autre. Du coup, là, je vous ai mis une petite infographie que vous pouvez retrouver sur le site qui est indiqué en bas, là,
voilà, ça reprend un peu toutes les notions principales. Donc, dans la paralysie cérébrale, il peut y avoir différentes zones du cerveau qui sont touchées. C'est ce qui va donner les différentes formes. Du coup, ça donne des localisations d'atteinte différentes. Et là, on parle de l'atteinte motrice, mais il y a aussi fréquemment un grand nombre de troubles associés qui sont listés un peu en bas. Ce que vous voyez au milieu où c'est écrit motricité globale et habileté manuelle, en fait, c'est les grandes classifications. Donc, en fait, celle de gauche avec les choses plus autour de la mobilité, c'est le GMFCS et celle de droite autour de l'habileté manuelle s'appelle la MAX. Donc, en fait, c'est des évaluations, mais qui servent principalement de statistiques dans les études scientifiques et dans une certaine mesure, mais il faut faire attention avec ça, de valeurs pronostiques. Parce qu'en fait, comme ça classe que en 5 catégories les enfants qui sont le moins touchés jusqu'au plus lourdement touchés, bah, c'est évidemment pas un bilan qui est assez sensible pour montrer les progrès. Mais voilà, donc il s'agit plus de classification. Alors, où vont généralement, ou plutôt aussi où devraient aller les jeunes enfants qui sont diagnostiqués avec paralysie cérébrale? En fait, un certain nombre d'entre eux ont eu une naissance compliquée, voire une grossesse compliquée pour la maman, sont nés en avance ou ont fait un problème d'oxygénation au moment de l'accouchement ou un accouchement qui se passe mal. Donc, en fait, ces enfants-là, ils font un passage par les services de néonatologie. C'est pas non plus toujours le cas. Il arrive qu'il y ait des, euh, des choses qui soient diagnostiquées plus tard et qui n'avaient pas forcément été repérées à la naissance, en particulier si c'est des naissances à terme ou des naissances très légèrement prématurées. Donc, idéalement, si les choses ont pu être repérées très tôt, parce que c'est un petit peu comme pour tout, mais plus le diagnostic est précoce, mieux c'est. Il va y avoir des soins précoces qui vont être mis en place tout de suite. Et bon, du coup, généralement, ce qu'on n'attend pas pour proposer, c'est la kinésithérapie en libéral. Et ensuite, c'est des enfants qui vont fréquemment en CAMS. Alors là, il y a donc bon, je pars du principe que tout le monde sait ce que c'est le CAMS, mais s'il y a une question, n'hésitez pas à m'interrompre. Du coup, bah là, il y a des grandes disparités sur le territoire en France sur les modalités d'accueil dans les CAMS et le temps d'attente pour rentrer en CAMS et la composition de l'équipe du CAMS. Mais globalement, euh, c'est un passage fréquent pour les enfants avec paralysie cérébrale, dans le but d'être orientés ensuite, donc un peu avant leurs 6 ans ou plus tard à leurs 6 ans, vers des structures type CESAD, IEM ou EAP qui est plus pour les enfants polyhandicapés. Et en fait, ça, c'est un petit peu le parcours institutionnel classique qu'on pouvait voir jusqu'à ce que la loi de 2005 sur l'inclusion scolaire se mette enfin à faire un peu plus effet. Mais en fait, c'est en particulier les possibilités augmentées de scolarité dans le milieu ordinaire et le manque de place en CESAD qui ont fait que de plus en plus de parents ne choisissent pas un parcours institutionnel. Pour certains parents aussi, la cause de ça, c'est qu'ils ont eu des professionnels libéraux quand l'enfant était tout petit avec qui ils souhaitent continuer à travailler, ce qui n'est pas possible en institution. Donc en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de parents qui choisissent de scolariser leur enfant en milieu ordinaire et qui ont besoin de praticiens libéraux pour l'accompagner. Et en fait, là aussi, il y a des grandes disparités de territoire, mais assez souvent quand même, ces enfants-là n'ont pas d'ergo et en auraient besoin.
Bon, du coup, les domaines d'intervention de l'ergothérapeute auprès des enfants paralysés cérébraux, ça touche à pas mal de domaines et d'ailleurs, je suis quasiment persuadée que j'en ai oublié. Et du coup, c'est ce qui fait que il y a besoin de se former à pas mal de choses. Après, bien entendu, que ce soit en libéral ou que ce soit en institution, on est aussi chacun dans un contexte où on a une pratique en équipe et où certains domaines qui vont se recouper avec d'autres professionnels, on va se les répartir différemment selon le binôme qu'on forme avec une orthophoniste ou avec une kiné ou voilà. Et donc il est bien sûr aussi possible de ne pouvoir répondre qu'à une partie de ces demandes-là. Euh, ce qui a changé beaucoup de choses là depuis dans les 10 dernières années, on va dire, c'est l'apparition de beaucoup d'études de bon niveau de preuve sur tout ce qui concerne la paralysie cérébrale et du coup de pouvoir faire émerger plus qu'avant une pratique basée sur les preuves. Donc là, ce que je vous ai mis, mais je vous l'ai détaillé après parce que j'ai bien conscience qu'on voit rien sur le schéma, c'est que en plus on a la chance que y ait quelqu'un qui ait pris le temps de nous faire une compilation totale de toutes les études sur la paralysie cérébrale, donc une revue systématique. Donc c'est le plus haut niveau de preuve au niveau des publications scientifiques et c'est le plus haut niveau parce que ça vient recenser tout ce qui va exister d'autre, enfin tout ce qui va exister dans la littérature et le compiler. Du coup, c'est la, excusez mon accent anglais, Cerebral Palsy Alliance qui a fait ça et en particulier Yona Novak, elle s'appelle, l'auteur. Et on va détailler quelques petites choses parce que en fait, ce qui est super bien fait dans cette étude, alors c'est une étude qui se lit, hein, mais là, ce que je vous ai mis sur le PowerPoint, c'est une figure de cette étude qui rassemble tout avec des petites bulles. Donc c'est quand même super pratique pour dégager les idées essentielles. Donc, ce que je vous ai mis en dessous de Novak, là, c'est le titre de l'étude hein, pour que vous puissiez la retrouver parce qu'elle est en accès libre. Et donc sur le côté, on voit que en vert, il y a les choses qui ont réuni suffisamment de preuves pour que on puisse dire qu'il faut les faire. En jaune au-dessus de la ligne en pointillé, c'est les choses qui ont réuni suffisamment de preuves pour qu'on puisse se dire qu'il faut probablement le faire. Et en gros, plus c'est haut dans le paquet jaune et plus c'est proche du vert, quoi. Il y a aussi la taille des bulles plus la bulle est grande et plus le nombre de publications est important. Et en fait, en jaune en dessous de la ligne et surtout en rouge, il y a les choses qui sont prouvées comme inefficaces et donc qu'il ne faut pas ou plus faire. Du coup, il y a pas mal de choses qui vont venir concerner les ergots dans ces bulles. Donc là, je vous ai fait un zoom sur tout ce qui concerne le moteur et sur les choses qu'il faut faire. Donc là, on retrouve pas mal de choses qui concernent les ergots. Donc, je les ai entourés en rouge, mais je les ai aussi réécrits sur la page d'après pour que ce soit plus simple. Donc, les choses qui sont prouvées comme efficaces, c'est la contrainte induite chez l'enfant, l'ergothérapie intensive après toxine botulique, l'enseignement aux parents de programmes d'exercice pour la maison. Là, j'ai préféré mettre en anglais Goal Oriented Training parce que je ne sais pas si ma traduction de entraînement basé sur les objectifs fonctionnels est tout à fait correcte. Mais voilà, aménagement de l'environnement. Et bon, j'ai mis l'hypothérapie au cas où ce soir, il y aurait des ergots intéressés par ça, mais après, ça, c'est plus une spécialisation. Et dans les choses à probablement faire, on retrouve Coop. Alors en plus, en fait, Novak, elle avait d'abord fait cette revue systématique en 2013
et elle l'a réactualisé en 2020. Et voilà, donc c'est pour le webinaire de ce soir et pour la formation que je termine de construire là sur la paralysie cérébrale que j'ai lu l'actualisation 2020. Et donc, on trouve l'apparition d'études sur coop pour la paralysie cérébrale. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tout ce qui concerne les aides techniques et les orthèses, Habitil dont vous avez sûrement entendu parler, je ferai un petit focus dessus tout à l'heure, mais ce sera surtout intéressant qu'on échange de comment est-ce qu'on peut profiter de ces apports-là en libéral si c'est votre pratique. Là, je vois qu'il y a une coquille, mais du coup, j'ai mis coaching avec parental, bon, qui est mal écrit, mais entre parenthèses parce qu'en fait, selon l'âge, c'est aussi le coaching du jeune lui-même. Et là, j'ai fait aussi un zoom sur les choses à ne pas faire parce que ben là dans le moteur il y a des choses qui sont importantes quand même, notamment NDT, c'est ce que nous en France on appelle Bobat. Donc voilà, hein, il y a des évolutions aussi dans Bobat, mais Bobat, selon la méthode originelle, en tout cas, est prouvé non efficace dans la paralysie cérébrale. Et vous voyez que c'est une très grosse bulle, donc c'est quand même de nombreuses publications. Hein. Et pareil pour l'intégration sensorielle. Mais là, il faut bien voir qu'on est dans l'objectif de gagner des acquisitions motrices dans la paralysie cérébrale. Donc, c'est notamment beaucoup... enfin non, oui c'est notamment, c'est-à-dire je suis pas sûre que ce soit que, mais c'est entre autres en Suisse où ils avaient pas mal étudié ça, mais du coup il n'y a pas réellement d'effet de progression motrice en utilisant l'intégration sensorielle, et en tout cas il y a d'autres choses beaucoup plus probantes à faire dans cet objectif-là. Après, du coup, j'ai mis le focus sur d'autres petites lignes. Pour ce qui concerne l'intervention précoce, on voit qu'il n'y a pas de verre, donc déjà, on a un manque de preuves. Mais ce qui a été le plus étudié et le mieux presque prouvé, c'est la contrainte induite chez les tout petits et donc chez les bébés, en fait, avec évidemment des protocoles adaptés, mais ça a déjà un bon niveau de preuve. Après pour tout ce qui concerne les objectifs fonctionnels, en fait, on va retrouver des choses assez communes avec le moteur. Mais du coup, on retrouve notamment ici les programmes d'exercice à la maison et coop. Et ensuite, pour tout ce qui est cognition et communication, bon, j'ai fait le choix de mettre la littératie, même si on est un petit peu moins concerné par ça en tant qu'ergothérapeute, mais assez souvent quand même, quand l'enfant a un handicap moteur important, on peut être amené à collaborer avec les orthophonistes parce que tout ça va demander des aides techniques pour donner accès à l'enfant. Donc la littératie, c'est l'aptitude à lire, à comprendre, à utiliser l'information écrite dans la vie quotidienne. Donc en fait, ces preuves-là invitent à ne jamais lâcher sur l'acquisition de la lecture chez les enfants en situation les enfants paralysés cérébraux. Et voilà, je pense que ça reste un bon rappel. Dans la communication, on a quand même un bon niveau de preuve et surtout de nombreuses études sur la communication améliorée alternative. Donc ça, c'est bien aussi à rappeler et à mettre en avant. Et puis là, j'ai eu plus de surprises, mais de trouver une bulle spécifique sur tout ce qui concerne la commande oculaire. Donc l'accès à la communication alternative via le contrôle d'outils technologiques par le regard. Donc là, c'est intéressant pour l'accès aussi aux enfants qui ont un niveau moteur plus faible. Bon, là, je vous ai mis rapidement d'autres domaines de la même étude, voilà, que je détaille pas, mais qui étaient intéressants. Aussi, c'est surtout aussi pour vous montrer les autres domaines qui étaient abordés. Et bon, je vais pas vous refaire le coup de vous remettre toutes les petites bulles pendant 5 pages, mais ce qui est super cool avec Novac, si jamais il y en a qui ne le savent pas encore, parce que j'ai pas non plus l'impression de donner la nouvelle du siècle, hein, mais c'est que Novac, elle nous a fait une revue systématique sur les pratiques probantes en ergothérapie pédiatrique. Donc ça, c'est quand même super cool.
Donc là, ça ne concerne plus la paralysie cérébrale uniquement, ça concerne tous les handicaps de l'enfant qui sont mélangés, mais qui sont précisés en blanc en dessous des domaines qui sont en noir. Et bon, forcément, dans le domaine moteur, on retrouve des choses cohérentes avec la revue systématique sur la paralysie cérébrale, heureusement, puisque c'est les mêmes études qui ont été compilées. Et voilà, du coup, là, je vous ai mis tous les domaines qui ont été étudiés pour l'ergothérapie et les pratiques probantes en ergothérapie, parce que voilà, je trouve que c'est super intéressant à lire si jamais vous n'aviez pas encore eu l'occasion. Et encore plus récemment, donc là, voilà, ça tombe bien par rapport à la date du webinaire, parce que ça date de fin décembre. Il y a les recommandations HAS qui sont parues, les premières sur la paralysie cérébrale, et qui concernent pour l'instant la rééducation et la réadaptation de la fonction motrice et de l'appareil locomoteur des personnes diagnostiquées de paralysie cérébrale. Donc avec une partie enfant et une partie adulte. Donc, on était quand même assez bien représentés dans ceux qui ont participé à l'élaboration de ce document, puisqu'il y avait une ergothérapeute dans le groupe de travail, alors que c'était un groupe de travail relativement restreint, et que on était, je dis on parce que j'en faisais partie, cette ergothérapeute dans le groupe de lecture. Du coup, je vous invite à lire ce document, parce que là, en fait, je vous ai mis la couverture du document qui est téléchargeable sur le site de l'HAS. Donc, c'est évidemment super intéressant et important si on travaille avec ce type de public de les lire. Bon, ils ont fait, comme souvent dans les recommandations, une petite synthèse. Donc là, ce soir, pour résumer, j'ai mis la synthèse. En fait, ils ont écrit en 1 ce qu'ils ont jugé prioritaire, en 2 ce qu'ils ont jugé prioritaire mais moins qu'en 1, et en 3 ce qu'ils ont jugé probant mais non prioritaire. Voilà. Donc, on retrouve par rapport à ça un certain nombre de domaines et dont Habit et Habitil, qui veulent dire de l'entraînement intensif bimanuel et de l'entraînement intensif bimanuel incluant, alors eux ils disent les membres inférieurs, dans Habitil c'est l'acronyme de ça, mais globalement ça veut dire incluant des objectifs fonctionnels qui comprennent de la motricité globale, par exemple se déplacer d'un point à un autre, monter des escaliers, etc. Et bon, là, je pense que c'est pas quelque chose qu'on découvre, mais il y a une priorité à l'éducation thérapeutique du patient et de sa famille. Je pense que la place du renforcement musculaire aussi vient casser peut-être certaines fausses croyances autour de... Bon, je pense qu'elles ont déjà commencé à disparaître dans les 15 dernières années, mais voilà, c'est important de savoir que c'est ultra prioritaire de faire du renforcement musculaire, et ça concerne aussi les membres supérieurs. Hein. Du coup, là, je fais un petit focus sur Habitil parce que comme c'est hyper cité dans les choses qui ont un haut niveau de preuve, bon, voilà, c'est pour que ceux qui sauraient pas encore ce que c'est, s'il y en a, le sachent. En fait, mais peut-être avant de passer à Habitil, quand même, je vais vérifier qu'il n'y a pas de questions parce que je fonce, mais... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions écrites, mais effectivement, est-ce que certains ont déjà quelques questions sur tout ce que vient de dire Adeline? Alors, ça peut être des questions en les posant sur le chat ou ça peut être des questions en levant la main. Est-ce que quelqu'un a déjà une question? Non, les gens se réservent Ok. pour tout à l'heure, a priori. Vas-y, tu peux continuer alors. Ok. Du coup, Habitil, qu'est-ce que c'est? C'est des stages dits intensifs, c'est-à-dire que les enfants reçoivent, selon l'âge qu'ils ont, entre 5 heures et 65 heures de rééducation réparties en fait sur 2 fois 5 jours, donc 2 semaines, mais sans les week-ends. Voilà. Le contenu, en fait, c'est
un entraînement bimanuel incluant les membres supérieurs, basé sur des activités ludiques. Et en fait, il y a une évaluation en début et en fin de stage. Et l'évaluation de début, bon, elle comprend des bilans qui sont basés sur la fonction, sur la performance, et il réalise avec l'enfant selon l'âge et la famille une MCRO, et à partir de tout ça, il dégage 5 objectifs fonctionnels. Et en fait, l'évaluation de la progression pendant le stage va être de refaire les 2 bilans de fonction principaux, donc qui s'appellent le FMG, et après ils font un bilan de membre supérieur qui va varier selon si c'est une atteinte unilatérale ou bilatérale, mais donc c'est soit le AHA, soit le BOHA. Et en fait, ils vont surtout évaluer avec l'enfant et sa famille. Ils vont faire une actualisation de la MCRO, en fait. Du coup, le principe, c'est que c'est basé uniquement sur des activités ludiques, donc c'est du jeu, du jeu, du jeu, et que c'est tout type de guidance, sauf des guidances gestuelles. Donc, on touche jamais l'enfant, et c'est pour ça que, on touche jamais l'enfant, on le guide jamais gestuellement, je veux dire. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça hands-off. Donc en fait, ça veut dire que les guidances, elles peuvent être tout le reste. Donc elles peuvent être visuelles, elles peuvent être des adaptations progressives de l'environnement, et puis évidemment liées aussi à la motivation de l'enfant. Donc c'est quand même ça demande beaucoup de thérapeutes, parce qu'en fait, l'intensivité est créée par le fait que l'enfant, il a en permanence 2 thérapeutes pour lui, qui sont pas forcément toujours tous les 2 en interaction avec lui, mais qui permettent l'intensivité. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'enfant, ça s'arrête jamais. C'est du jeu, du jeu, du jeu. Et puis dès qu'on a fini, on va chercher autre chose, etc. Bon, évidemment, on réserve des temps de jeu plus calmes que d'autres, mais ça s'arrête. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de pause, ou le moins possible. Puis en fait, on voit que les adultes sont plus fatigables que les enfants. Donc voilà. Et donc ça permet de se relayer, d'être en train de préparer la suite, ou d'être plus motivant pour l'enfant en étant 2 à interagir avec lui. Donc bon, évidemment, dans les études qu'ils ont fait pour donc en fait, pourquoi Habitil là, ça a acquis un haut niveau de preuve dans les dernières années, Donc en fait, c'est parti d'une équipe belge qui a fait des protocoles de recherche qui sont des protocoles de recherche dits croisés, c'est-à-dire que en fait, il y a des enfants qui vivent leur vie normale, qui sont évalués, qui vivent leur vie et font leur rééducation normale pendant 3 mois, et ensuite ils font le stage, et des enfants qui sont évalués, font le stage, et ensuite vivent leur vie normale, font leur rééducation habituelle pendant 3 mois, et ensuite sont réévalués. Et du coup, ça permet, en fonction de quand est-ce que ont lieu les progrès, de définir les effets du stage lui-même. Voilà. Bon, c'est une équipe qui avait aussi des gros moyens d'évaluation, donc ils ont pu faire notamment des IRM fonctionnels aux enfants, voir si les zones du cerveau qui s'activent sont différentes ou s'activent plus fort, etc. Donc voilà, ça a été jusque-là, en plus des évaluations que je citais tout à l'heure, qui sont celles qui sont faites dans tous les stages, que ce soit des stages de recherche ou non. Et puis ça a été repris en France par le projet CAP, et notamment mené par la Fondation Paralysie Cérébrale. Et donc voilà, donc ça a été une partie des études se sont fait ensuite dans plusieurs centres de rééducation français, et aussi en Italie. Et puis c'est toujours en cours, parce qu'ils sont en train de l'élargir à d'autres tranches d'âge, à des adultes avec AVC, etc. Voilà, du coup là, je vous ai mis une petite vignette clinique, et bon, j'ai délibérément pris une enfant paralysée cérébrale assez jeune, parce que c'est quand même la question qui revient le plus souvent à moi, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement en ergo avec des enfants jeunes, paralysés cérébraux jeunes, et
quel est le lien entre ce jeune âge et un suivi qui reste centré sur les occupations. Donc voilà, du coup, je vous ai mis quelques détails sur là où elle en est et son quotidien. Donc, je vous ai mis une petite photo de ce que j'appelle un fauteuil roulant manuel actif. Bon, c'est-à-dire qu'il est fait pour que l'enfant soit un maximum en situation de pouvoir l'utiliser seul, même avec de faibles capacités de mouvement. Donc, il est léger, multiréglable, le plus petit possible, etc. Évidemment, il peut contenir des éléments de positionnement, hein, mais là, j'ai mis pas la photo de son fauteuil à elle, mais juste un trouvé sur Internet. Du coup, le pod, c'est un outil de communication alternative. Donc voilà, donc c'est une petite fille qui communique déjà par pictogramme, mais qui n'a pas encore accès à la parole. Qui tient assise seule au sol, mais qui ne réalise pas encore de pas sans aide humaine, et donc, enfin, et y compris pas encore non plus de marchand déambulateur. Voilà, donc elle a une forme de paralysie cérébrale qui est dystonique, donc du coup, elle a principalement, elle est gênée par des mouvements involontaires et globalement encore dépendante pour la plupart des occupations quotidiennes. Elle est accueillie en crèche avec un projet d'entrée à l'école maternelle ordinaire. Voilà. Ça, c'était pour que vous la représentiez. J'espère que c'est le cas parce que c'est pas toujours simple. Et puis, j'avais pas d'autorisation de mettre des photos d'un enfant. Donc, et là, en fait, voilà, je vous ai mis pour cet enfant-là, au moment où elle correspondait au petit portrait que je vous ai mis sur la page d'avant, qu'est-ce qu'on a pu définir ensemble avec la famille comme objectif fonctionnel. Donc voilà, donc là, on s'est mis une échéance de réévaluation 3 mois après. Il y avait à la fois des exercices réalisés en séance pour atteindre ces objectifs, mais aussi des exercices enseignés aux parents pour reprendre les choses un petit peu tous les jours à la maison. Et c'est une enfant qui avait une séance d'ergothérapie par semaine. Donc voilà, bon après, là, je vais un peu vous lire ce qui est écrit du coup, mais du coup, les objectifs ont été formulés comme ça. À la maison et à la crèche, jouer assise avec les 2 mains sans être déstabilisée dans toutes les autres positions assises que le W. Donc le W, c'est parce que c'est une position assise qui est plus facile à prendre pour un certain nombre d'enfants paralysés cérébraux et qui offre de la stabilité. Donc ils ont tendance à privilégier beaucoup, mais encore plus que chez l'enfant tout venant, on souhaite éviter cette position-là parce que ça vient créer des soucis orthopédiques et puis, dans une certaine mesure, ça peut bloquer l'évolution motrice. Bon, le second objectif, c'est en situation de jeu autonome à la maison, passer seul de debout en appui contre un meuble jusqu'au sol en sécurité. Le troisième, se déplacer entre 2 pièces distantes de maximum 3 mètres en intérieur, sans obstacle, en marche avant, avec le fauteuil roulant manuel. Le quatrième, dessiner librement ou colorier des formes simples sans précision à la maison, assise dans sa chaise adaptée face à une table. Oups, j'ai complètement passé trop loin là. Je n'arrive pas à revenir en arrière. Bon. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Ici, avec les flèches de défilement, celle qui monte. Celle qui monte. Ouais. Non, ça m'a fait... Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je vais arrêter le partage et le remettre, je crois, parce que... Oui, du coup, il faut que je remette le partage. OK. Hop. Voilà.
Et ensuite, du coup, le dernier objectif, à la maison au goûter, manger seul, quelques cuillères de crème aux œufs. Donc là, c'était juste des exemples de formulation d'objectifs et puis aussi pour donner des exemples des domaines vers lesquels on est allé, hein. Donc là, je vous ai pas mis plus de précision sur la cotation de l'importance, de la satisfaction, et puis je vous ai pas mis non plus de notion de ce qui avait été évalué comme ayant progressé 3 mois après, parce qu'en fait, comme de toute façon vous connaissez pas l'enfant, je trouvais pas ça très 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 parlant. Alors, je me suis demandé si j'allais ce soir parler de MEDEC ou pas. Après, moi, j'y suis formée et on est 4 ergothérapeutes formés en France. Du coup, je suis souvent interrogée pour ça, donc bon, voilà. Du coup, j'ai choisi de faire un petit focus dessus aussi. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas, si vous avez des questions ou pas là-dessus, hein. Donc MEDEC, donc le nom complet c'est Cuevas MEDEC Exercises. Cuevas c'est le nom de celui qui a créé ça. C'est une méthode de rééducation neuromotrice active pour laquelle la formation est ouverte aux kinésithérapeutes et aux ergothérapeutes. Bon, c'est une formation qu'on trouve pas en France. En fait, une des limites de cette formation, c'est qu'il y a très peu de formateurs. Donc, en gros, les endroits où on peut se former, c'est au Canada et au Chili, sauf quand il y a des moments où les formateurs se déplacent. Mais en Europe, ça arrive. Mais en ce moment, bon, avec le Covid et tout, c'est pas tellement à l'ordre du jour. C'est une méthode en fait qui n'a pas été évaluée scientifiquement en tant que telle. Par contre, c'est vrai que c'est il y a beaucoup plus de familles ces dernières années qui y ont eu accès parce qu'il y a quand même maintenant, en plus des 4 ergots, une quinzaine, et sûrement que je ne les connais pas tous, de kinésithérapeutes qui sont formés en France. Donc, du coup, là, dans les dernières recommandations HAS, ils en parlent brièvement. Et en fait, ils disent que ça n'a pas été évalué et donc à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose qu'on peut recommander, ce qui est bien sûr tout à fait vrai. Après, il faut savoir, et d'ailleurs c'est écrit dans le même document, que c'est le cas également d'une méthode qu'on connaît tous beaucoup plus, pour lequel on a même été formé un peu en formation initiale, et en tout cas si on a fait des passages par des institutions dans des institutions avec des enfants paralysés cérébraux, on a forcément connu, c'est le métayer, hein. Donc en fait le métayer non plus n'a pas fait l'objet d'une évaluation comme je citais tout à l'heure pour Habitil, qui pourrait donner un niveau de preuve. Voilà, du coup, la raison pour laquelle moi, j'ai quand même souhaité me former à MEDEC et pour lequel je la pratique quand même, c'est qu'en fait, si on creuse un peu, tous les principes qui sous-tendent cette méthode-là, ils sont validés. Donc voilà, je vous les remets en dessous. Donc c'est le travail en actif, y compris étirement actif en charge, donc ça veut dire pas de passif. Une mise en situation précoce de lutte contre la gravité et dont une verticalisation active, donc ce qui veut dire pas dans des appareillages. Tout ce qui est renforcement musculaire, tout ce qui est mise en place de programmes à la maison et tout ce qui est fonctionnement sous forme de stage intensif. Donc MEDEC, c'est une méthode qui vise à développer le contrôle moteur et les différentes fonctions motrices, hein. Donc, mais en fait, moi, je trouve que c'est très intéressant justement en tant qu'ergo d'avoir cet outil-là comme bagage, même si, bien sûr, nos objectifs, ils sont centrés sur l'occupation. Mais en fait, dans la paralysie cérébrale, pour moi, il y a quand même une grande composante d'entraînement des habiletés. Et voilà. Et du coup, MEDEC est très importante pour ça. Alors, on a formé une association avec 4 kinés et les 4 ergos formés. Donc, notre association, elle s'appelle Dynamique et je vous ai mis le site internet en dessous si ça vous intéresse d'y jeter un coup d'œil.
Ah bon, là, il y a encore un petit bug. Mais en tout cas, voilà, c'était donc la fin. Et maintenant, on va pouvoir prendre un temps d'échange. Alors, voilà, n'hésitez pas. En fait, c'est pas que des questions, c'est aussi s'il y a des thèmes que j'ai pas abordés, mais dont vous souhaitez qu'on échange. Voilà, je suis là pour ça. Je voulais surtout pas faire quelque chose où il y a que moi qui parle. Ok, super, pendant que tu recoupes ton écran. Ouais. Déjà, super merci pour cette première présentation. Qui a déjà une question à poser à Adeline, veut des compléments sur ce qui a été dit? Alors moi, pour commencer, hein, du coup, moi je vais le faire. Du coup, dans l'habit IL, Ouais. donc tu fais référence à la MCRO, mais du coup, c'est quelque chose d'officiel dans cette méthode. Ça veut dire que la MCRO doit être utilisée dedans? Ou c'est Oui. toi qui le définis avec ces objectifs MCRO parce que tu es formé à la MCRO? Non, 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 non. Non, alors moi, je vous avouerai que j'ai même eu le parcours inverse vers la MCRO, c'est-à-dire que j'ai passé le certificat universitaire de neuroréhabilitation fonctionnelle intensive, donc ou CUNFI, qui se passe à l'université de Louvain. Et donc là, c'est en fait l'équivalent d'un DU, mais qui est quand même relativement court parce que c'est 6 jours de cours, 15 jours de stage et un écrit à rendre et un examen à passer. Et donc c'est pendant le CUNFI que j'ai appris que toute la méthode Habit, donc qui a été en fait parce qu'avant Habitil par les Belges, il y a eu Habit par les Américains, et eux en fait ils faisaient que du bimanuel intensif. Mais déjà ils évaluaient la progression des enfants et les bénéfices de la méthode à partir de la MCRO. Donc D'accord. en fait, c'est pas moi qui ai relié les deux, c'est que en tout cas c'est alors du coup moi j'ai participé à plusieurs stages avec l'IRF qui est là aussi c'est un truc anglais, Intensive Rehabilitation Foundation, je crois, mais c'est à Bruxelles. Et en fait parce qu'en tant que libéral, c'est pas forcément possible aujourd'hui d'organiser des stages. Voilà, donc je suis allée y participer là-bas, et donc oui, même dans les stages qui sont plus des stages de recherche, qui sont des stages qui peuvent être demandés directement par les familles. La MCRO fait partie systématiquement du bilan, et c'est comme ça qu'on évalue à la fin la progression de stage. Ouais. D'accord. Et du coup, donc, ça veut dire que du coup, la MCRO est pas forcément faite passer par un ergo ou Oui, c'est ça. Alors du coup, c'est la suite de ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ça fait que du coup, aucune fille, moi, j'ai commencé à être formée à la MCRO par des kinés. Et là, je me suis dit que ça semblait quand même manquer de référence au modèle, parce que là, en fait, on parle bien de la mesure, donc de l'outil d'évaluation, plus que du modèle. Et voilà, et du coup, c'est pour ça que je me suis formée au modèle après l'année dernière avec ton organisme, Aurélie. Et effectivement, hein, je confirme que eux, ils utilisent l'outil. Après, c'est pas le modèle complet qui les intéresse. Hein. ouais. D'accord, mais c'est déjà un bon départ, ça permet Mais déjà bon, de. la MCRO, l'outil de mesure, il est prévu dans les pays anglophones pour être utilisé par les Par différents tout le monde. paramédicaux. Hein, donc, Tout à fait. Qui peut poser une question? Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre micro hein, si vous voulez poser une question. Alors, Lisa, j'ai une question concernant les termes employés. Quelle différence fais-tu entre l'infirmité motrice cérébrale et la paralysie cérébrale?
Ah, Pourtant, ok. Lisa, ça semble être un prénom très jeune. En fait, j'ai une question pour Lisa. C'est est-ce qu'elle a été formée en Belgique ou en France et est-ce qu'elle exerce en Belgique ou en France? Parce que ma réponse va pas être la même. Bon, sinon, je peux répondre dans les deux cas aussi, hein, Ouais, mais le temps que Lisa écrive sa réponse, c'est vrai que moi, je suis diplômée depuis quelques années maintenant, et à l'époque, non, elle est étudiante en France. d'accord. Assez surprenant. Et parce que oui, moi, vu le nombre d'années depuis, enfin, ça fait plus de 25 ans que je suis diplômée, effectivement, on n'employait pas le terme de paralysie Oui. cérébrale, mais d'IMC. En fait, on a rejoint. Après, il faut le temps que les pratiques changent, quoi. On a commencé à rejoindre il y a 15 ans et puis ça a été effectif euh, entre il y a 10 et 5 ans, le terme international de cerebral palsy, parce qu'en fait, le truc, c'est que nous, on était sur la définition de l'infirmité motrice cérébrale selon le métayer, donc qui différenciait également l'infirmité motrice d'origine cérébrale et qui mettait aussi un peu à part les enfants qui auraient la même origine de handicap, donc une atteinte sur le cerveau non progressive survenue dans la période périnatale, mais qui rentrait plus dans la case des enfants polyhandicapés. Alors qu'en fait, dans les pays anglophones, ils étaient eux tout à fait aussi englobés dans le terme cerebral palsy. Donc, histoire qu'on se comprenne, on a adopté la terminologie francophone, mais ce qui veut dire aussi que les enfants qu'on inclut dans ces termes-là, c'est moins restrictif que le terme infirmité motrice cérébrale. Voilà, ça c'est pour la France et ça a été jusque en fait les associations de bénéficiaires ont également changé leur nom. Hein, les associations régionales de personnes infirmes moteurs cérébrales ARIMC là ont changé leur nom. Voilà, donc du coup, c'est complètement passé normalement maintenant en France sur le terme paralysie cérébrale. Alors, je suis un petit peu étonnée d'apprendre que dans certaines écoles d'ergo, ce n'est pas le cas. Par contre, en Belgique, et là, je connais pas tout l'historique, le terme infirmité motrice cérébrale est encore beaucoup utilisé. Et je sais pas du coup si pour eux, ce terme est égal à paralysie cérébrale ou s'ils font aussi référence à la définition de le métayer. J'avoue que ça, je ne sais pas. Voilà. Donc oui, donc effectivement, ça répond à ta question, Lisa, qui te remercie pour cette précision. Une autre question? Qui ose poser une question? Parce que moi, j'en ai encore plein, hein, donc allez, j'enchaîne avec une autre question. Moi, j'aimerais savoir, en fait, effectivement, bah, comme beaucoup d'ergots qui sont présents ce soir, on travaille en libéral. Et du coup, c'est comment as-tu pu te faire connaître et reconnaître, bien sûr, pour qu'on t'adresse des enfants avec paralysie cérébrale. Je sais pas ce qu'il en est hein, pour les autres, mais du coup c'est vrai. Alors ça arrive une fois de temps en temps comme ça. J'ai un enfant avec paralysie cérébrale, mais du coup c'est tellement anecdotique que Alors, je veux bien que vous mettiez les uns les autres dans le chat, en fait, si vous pouvez, si vous travaillez en structure ou en libéral, et si vous accueillez déjà des enfants paralysés cérébraux, qu'on ait une petite idée, parce que c'est vrai que là, moi, je reste un petit peu perdue sur le contexte de travail alors, des ergothérapeutes auxquels je parle. Alors, pour ce je qui vais le faire concerne... je vais le faire en sondage du coup si tu veux, comme ça Ah bah permet. parfait, ouais. Donc tu voulais savoir s'il y avait des êtes-vous libéral ou Ouais, bah du coup, si c'est un sondage, oui, libéral, structure ou mixte, et avec déjà une pratique régulière auprès d'enfants paralysés cérébraux, ou si c'est plus un souhait, ou si ce serait un souhait mais qu'il n'y en a pas. Enfin,
Du coup, ben moi, alors, mon parcours, il est le suivant et j'exerçais jusqu'en 2015 en institut d'éducation motrice et c'est pendant cette année-là que je me suis formée à MEDEC. Et bon, MEDEC, c'est pas très utilisable en institution. Puis au-delà de ça, je me sentais Ah ouais? un peu étriquée dans ce contexte-là, ben, parce qu'il y a un fort engagement des parents et besoin d'une présence des parents régulière. Donc déjà, c'est le premier. Et puis aussi parce que, alors après, c'est pas impossible de l'utiliser en institution, mais ça demande une régularité que l'institution a du mal à proposer. Et bon voilà. Enfin, après le contexte plus global, c'est aussi que MEDEC, je l'ai pas dit, mais pourtant c'est important. C'est une méthode qui s'adresse à des jeunes enfants parce qu'il y a des limites, notamment de gabarit, qui font que ça convient plus et qu'il faut passer par d'autres méthodes parce que c'est quand même assez engageant physiquement pour le thérapeute ou pour le parent qui réalise les exercices à la maison. Et du coup, voilà, bon, l'IEM, cette année-là, avait décidé que moi, je devais passer avec les plus de 16 ans. Donc, bon, pour le coup, c'était encore moins utilisable. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai rejoint le projet d'une autre ergothérapeute qui est la première ergo qui s'est formée à MEDEC en France, qui s'appelle Elsa Thévenon et qui exerce à Lyon. Et en fait, ça faisait 18 mois qu'elle avait ouvert son cabinet. Et elle était littéralement submergée par les demandes. Donc en fait, le contexte, c'est que moi, c'est là maintenant que je déménage, que je vais voir si ça, c'est transposable ailleurs. Parce que nous, en fait, on a toujours été tellement débordés de demandes, toutes les deux, que on a du mal à comprendre que ça puisse ne pas être le cas ailleurs. C'est pour ça que je disais qu'il y avait sûrement des grandes disparités de territoire selon aussi l'offre de structures de soins, selon aussi comment c'était fluide pour les familles dans leur parcours ou pas, etc. Puis bon, Lyon est une grande ville quand même. Et du coup, ce que je mesure pas non plus, mais je pense que ça a une importance, c'est la part de la formation à MEDEC là-dedans. En fait, je pense que beaucoup de familles me sont arrivées par ce biais-là. Et quelque part, euh, tant mieux, mais d'un autre côté, c'est vrai que pour moi, c'est un autre combat à mener, le fait que ces familles-là, elles auraient peut-être pas vu le besoin d'ergo si j'avais pas eu cette formation-là, parce que finalement, moi, ce que je fais avec leurs enfants, c'est beaucoup plus large que juste MEDEC. Et au final, je suis persuadée que un ergo qui n'est pas formé à MEDEC pourrait répondre à 80% des besoins de l'enfant. Donc, et en particulier, euh, bon, si l'enfant a un kiné qui est formé à MEDEC ou qui en tout cas pratique de la rééducation neuromotrice active, bah, le rôle de l'ergo, il peut être aussi sur tout le reste. Et du coup voilà, voilà, je perçois un peu que ça a encore du mal à arriver dans les priorités des familles qui gèrent déjà de la kiné, de l'orthophonie et tout ça, mais c'est sûr que c'est dommage parce qu'on a beaucoup à apporter. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans le contexte dans lequel je travaille, c'est toujours les familles qui se renseignent entre elles. Et du coup, moi, j'ai vraiment un biais de recrutement avec des familles très engagées. Donc, du coup, souvent, dès le plus jeune âge de l'enfant, qui ont tout de suite été très proactives. Et en fait, c'est elles qui ont été tout expliquées à leur médecin. Donc, moi, en fait, j'ai quasiment jamais pu compter sur les médecins pour prescrire. Les médecins, ils prescrivent quand les parents le leur demandent et que moi, j'ai donné l'intitulé de la prescription. Mais ça se fait pas dans l'ordre inverse. D'accord, ouais, je comprends mieux aussi, effectivement. Alors pour tout le monde, hein, je ne sais pas si tout le monde a répondu au sondage. Donc, si vous voulez répondre au sondage, c'est dans le chat, donc la petite bulle, et vous avez quand vous ouvrez le chat un onglet discuter, un onglet sondage,
Et donc, du coup, vous pourrez répondre. Il y a 2 sondages. Donc, travaillez-vous en libéral, structure ou mixte? Et puis, suivez-vous des enfants avec paralysie cérébrale? Oui, non, ou ça m'est arrivé quand c'est que quelques fois. Donc là, pour l'instant, tu vois, on a 71% en libéral, travail en libéral, 24% en structure et 6%, donc une personne qui travaille en mixte. Mais tout le monde n'a pas encore rempli, hein, puisqu'on a, là, il y a 16-17 personnes qui ont rempli et que nous sommes une trentaine. Voilà. Et puis sur ceux qui suivez-vous des enfants en libéral, on en a 7 qui nous répondent oui, 7 qui nous disent non et 5 pour qui c'est arrivé. Donc, sous-entendu que voilà, une fois de temps en temps, vraiment comme ça, quoi. Donc, vous pouvez continuer à compléter le sondage, hein, bien sûr, donc en passant par le chat et puis vous cliquez sur sondage. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main tout à l'heure pour poser une question. C'était, je ne sais plus qui c'était. Mais qui n'a pas osé la poser. Peut-être qu'elle est dans les questions. Alors, il y avait Elodie qui demandait, concernant la méthode habituelle, elle est utilisée, peut-on l'utiliser en libéral ou toujours en phase de test? Il me semblait qu'elle était. Ah oui, non, habite. Ok, j'imagine que c'est. J'étais en train de chercher qu'est-ce que c'est la méthode. C'est parce que je pense que c'est la correction automatique qui a mis habituel à la place de. Oui, bien sûr. Elle est utilisée. Peut-on l'utiliser en libéral ou toujours en phase de test? Ou est-elle toujours en phase de test? Il me semblait qu'elle était toujours en test sur Brest. Alors oui, donc ça rebondit aussi sur ce que tu disais, où c'était, est-ce que du coup, alors autant MEDEX c'est plus en libéral, tu disais c'est plus facile, mais autant Habite Île, est-ce que tu l'utilises aussi en libéral ou est-ce que c'est vraiment réservé aux structures? Alors, Habitil, il y a un peu deux choses différentes. Il y a que pour utiliser Habitil, il faut non seulement avoir passé le CUNFI, là, le DU belge dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi, enfin là, je parle pour coordonner un stage de Habitil, hein, pas pour être intervenant auprès d'un enfant. Parce que, en fait, par exemple, Brest, de temps en temps, ils vont chercher des thérapeutes qui sont OK pour venir 15 jours. Le truc, c'est que ils recherchent qu'une partie des personnes au moins soit bénévole. Donc, bon, voilà, ça peut nous. Enfin, moi, en tout cas, dans ces conditions-là, je trouve ça pas très, très logique. Mais voilà. En tout cas, je vais reprendre le fil de mes idées parce que je les ai un peu perdues là. Au-delà du CUNFI, et pour pouvoir créer un stage et le coordonner, il faut être superviseur de la méthode Habitil. Mais ce qui se passe, c'est que c'est encore un peu balbutiant, Habitil. Donc, pour l'instant, ils ont pas vraiment créé de formation de superviseur. Ils ont donné ce titre-là à quelques personnes qui était venu travailler avec l'équipe belge et puis qui ensuite avait la possibilité de transférer ça dans son centre de rééducation. Puis pour l'instant, par rapport à ça, ils n'ont pas du tout été vers les libéraux. Donc en fait, pour des questions de droit, déjà, moi, je ne peux pas dire demain, j'organise un stage Habitil à mon cabinet. Bon, voilà. Il faudrait déjà pas qu'il s'appelle comme ça. Ensuite, par rapport au contenu, c'est sûr que refaire un stage Habitil tel qu'il a été validé dans la recherche, ben ça fait beaucoup d'heures de thérapie, quoi. Donc du coup, ça fait beaucoup d'heures à financé par la famille, sauf si un jour quelqu'un réussissait justement, et il y a eu sur Paris, c'est pas moi qui les ai faits, mais il y a eu un groupe de familles comme ça qui a fait des stages inspirés où en fait il y avait une ergo qui coordonnait et les thérapeutes qui intervenaient auprès des enfants, c'était des bénévoles.
Donc bon, voilà. Mais bon, ça reste des choses pas faciles à organiser. Par contre, ce qu'on peut tous en reprendre quand on travaille en libéral avec des enfants paralysés cérébraux, c'est les principes qu'il y a derrière. D'abord, le fait que ça peut être intéressant de travailler par bloc de séance. Sur un objectif précis, plutôt que de rester en permanence sur un système de, par exemple, une séance par semaine. Ensuite, à l'intérieur de cette méthode-là, il y a des choses très intéressantes de progressivité de l'entraînement. Et donc voilà, d'aller toujours d'aller sans cesse au tout petit niveau de défi supérieur, mais vraiment toute petite marche par toute petite marche. Et puis c'est aussi très créatif sur la manière d'aménager l'environnement pour obtenir ça, et que ça reste ludique. Et voilà. Et pour moi, c'était aussi extrêmement complémentaire de MEDEC, parce que pour le coup, MEDEC, c'est que des guidances gestuelles, et Habitil, c'est que des guidances autres que gestuelles. Donc en fait, moi, quand je pense guidance, je suis aussi sur en pensant à tout ce qui est éducation structurée, ou quand je donne une guidance, je veux toujours pouvoir l'estomper, je veux toujours pouvoir passer à une guidance qui amène plus l'enfant vers l'autonomie, et donc voilà, avoir dans son bagage un maximum de guidances différentes, ça amène plus vers ça. Et bon, moi, je me suis aussi beaucoup inspirée d'Habitil pour proposer aussi des choses à des enfants qui ne sont pas inclus dans cette recherche-là, qui sont des enfants qui ont plus de difficultés cognitives. Parce qu'en fait, globalement, les enfants qui vont à Habitil, ils peuvent avoir des difficultés cognitives parce que on les teste pas précisément sur le fait qu'ils aient par exemple des troubles 10 associés ou quoi. Mais par contre, c'est quand même des enfants qui ont une aptitude à jouer de jeux plus ou moins de leur âge, etc. Bon, moi, je reçois aussi beaucoup d'enfants avec pluri-handicap, mais ça m'est arrivé de reprendre vraiment toutes les manières de guider de Habitil pour les utiliser, y compris avec des enfants qui ne peuvent pas répondre à une consigne verbale, pour leur apprendre, par exemple, à rester debout le temps de se laver les dents ou les mains, à aider au transfert, à rester debout le temps qu'on les change, et voilà. Du coup, mais je peux répondre à des questions plus précises sur Habitil, mais bah Ouais, si, non, déjà, mais je peux. là, les deux questions, enfin, Ouais. Élodie et Aurélie, les deux questions se rejoignaient. Et du Mm, coup, oui, pour l'instant, c'est encore compliqué de mettre en place concrètement ces méthodes-là en libéral. Pour résumer mm. ton propos, c'est bien ça. Du coup, ça viendra peut-être. Je pense qu'il faut encore un peu de temps pour que cette méthode se développe plus, et comme tu dis, pour qu'il y ait des superviseurs. Mais c'est ce qu'on retrouve dans d'autres pathologies avec ABA, ou avec où C'est ça. effectivement il faut qu'il y ait des superviseurs pour que la méthode puisse se mettre en place. Mais on peut imaginer que dans quelques années, ça se mettra un peu plus facilement en place, peut-être. Voilà, mais ça nous apprend déjà beaucoup de choses sur ce qu'on peut faire dans d'autres contextes. Et donc ça, c'est par exemple ce qui est abordé Aucune fille, où en fait il y a 2 journées sur l'évaluation, une journée sur le renforcement musculaire, une journée sur la contrainte induite, une journée sur Habit et une journée sur Habitil. Et où derrière, c'est à chacun d'utiliser toutes les connaissances qu'il a appris là dans le contexte où il travaille. Et voilà. Et c'est aussi une compilation de ça que j'ai essayé de faire dans le programme de formation que je vais proposer moi, dans un contexte où les ergothérapeutes travaillent en libéral ou en structure médico-sociale, quoi. Donc, donc ça veut dire que oui, ce ne sera pas du vrai Habitil, Non, moi je propose pas de formation mais du Habitil. coup, il y aura quand même les bases qui permettent de comprendre Ouais. cette façon de faire, et du coup d'avoir les différentes composantes en fait C'est de ça, c'est que en fait, Habitil, c'est prouvé par la recherche dans un contexte hyper particulier, qui est formaté comme ça.
Mais derrière, même si on n'a pas la totalité des éléments réunis, on peut en prendre beaucoup de choses Ok, qui, j'espère, seront prouvées dans des contextes plus larges. Ça faisait partie de leurs objectifs d'ailleurs, hein, d'établir des niveaux de preuve avec moins d'heures de thérapie. d'accord. Donc, du coup, Aurélie Travers nous demande possible d'avoir plus d'informations sur la formation que vous allez proposer. Donc, la formation, en fait, tu la retrouves sur le site. Tu vas dans formation 2022 et du coup, alors elles doivent être tout en bas, les formations paralysie cérébrale. Et donc, c'est le 24 et 25 février à Lyon. Voilà, 24-25 février à Lyon. Elle était prévue à Granville, mais en fait, il n'y a pas assez de monde pour l'instant d'inscrits pour qu'on la maintienne. Donc voilà, 24-25 février à Lyon, la formation. Donc là, c'est une formation qui est proposée sur 2 jours, qu'Adeline va animer. Et qui permettra justement de faire tout le tour de ces questions-là. Et tu as normalement, je vérifie en même temps quand même, en cliquant sur plus d'infos, tu as tout le programme des 2 jours de formation. Donc c'est de la formation intense, hein, c'est pas de la formation où tu pourras t'ennuyer. Oui, oui, ça va être dense, ouais. Le, le, En fait, la le- manière dont j'ai construit cette formation, mais je suis en permanence preneuse de retour dessus, hein, puisque en fait, je l'ai pas encore donnée. Là, je vais la donner une première fois bientôt. Donc derrière, il y aura aussi forcément des ajustements, mais je peux aussi dès maintenant prendre en compte des demandes. En fait, la manière dont je l'ai pensé, c'est euh, qu'est-ce que un ergo qui travaille en libéral en général sait déjà? Je pense qu'il y a plein de choses que même quand on travaille principalement avec des enfants avec des troubles des apprentissages ou des enfants autistes, on peut réutiliser avec des enfants paralysés cérébraux. Et comment on peut compléter par les domaines qui vont peut-être faire peur ou en tout cas ou en tout cas un ergothérapeute qui n'a pas vu depuis longtemps d'enfant paralysé cérébral va avoir l'impression d'avoir besoin d'actualiser ses connaissances. Donc du coup j'ai imaginé que c'était quand même beaucoup les domaines de positionnement et de rééducation motrice et voilà. Donc ces formations là elles sont construites autour de ça. Avec une visée de, de pouvoir donner rapidement des choses réutilisables dans sa pratique. Voilà, ça répond à ta question, Aurélie. Donc, je pense qu'en plus, en allant compléter, en prenant la fiche sur le site, donc dans les formations 2022, du coup, tu auras tout le programme complet. Qui a une autre question? En fait, il me vient quelque chose là que j'aurais peut-être dû dire plus tôt, mais ça me vient maintenant. En fait, en ce moment, sont en construction la même chose que les PCO, mais pour des forfaits concernant les enfants paralysés cérébraux. Donc, bon, on est en période Covid, il y a beaucoup d'actualités autres au niveau médical, donc je suis incapable de dire à quel moment ça va vraiment sortir. Mais en tout cas, dans les prochaines années, il est très, 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 très probable qu'on ait des forfaits de financement pour les enfants paralysés cérébraux. Donc voilà, je pense que ce sera aussi une facilitation pour les ergots de se voir adresser des enfants avec ce type de profil et du coup si ça vous intéresse, je pense que ça pourra être une opportunité. Après, il y a les mêmes questions qui peuvent se poser que pour celles des PCO, donc sur le tarif de financement des séances, la manière dont ça fonctionne, voilà, parce que visiblement ils voudraient un petit peu copier le système, quoi. Oui, donc ça progresse quand même et ça va plutôt dans le bon sens où effectivement, on peut se dire qu'à un moment donné, on aura
Ah oui, et puis Pour c'est vrai que moi, du coup, comme je pratique beaucoup dans ce domaine-là, forcément, j'espère qu'au moment où ça arrivera, un petit peu partout, il y aura des ergots qui seront prêts à accueillir ces enfants-là, quoi, parce que bah, ce qui me ferait vraiment mal au cœur, c'est que du coup, ils trouvent pas de réponse à leurs demandes, quoi. c'est Et sûr. c'est vrai que c'est compliqué parce que comme actuellement, il y a peu de demandes en libéral, forcément, il n'y a pas encore beaucoup d'ergots qui vont vers ça. Enfin, voilà. Mais en espérant que la tendance s'inverse. Ok, qui a une autre question pour Adeline? Donc, je répondais à la question de Nadège. Nadège qui demandait est-ce qu'il reste encore de la place? Oui, il reste quelques places à Lyon. Oui, tu seras la bienvenue, Nadège. Qui aurait une autre question à poser? Non? J'ai une question. Vas-y, Clara, non, qui est-ce qui parle? Je n'ai pas vu. Bonjour, Nadège, hein, c'était la question. Nadège, vas-y. J'ai une question par rapport à la contrainte induite et les programmes d'entraînement aux contraintes induites chez les tout petits. Est-ce que tu as des références à nous donner? Des références, ça veut dire des noms d'études? Des noms d'études et des programmes, des façons de le pratiquer. Tu parlais de Ah contraintes oui, ok. induites adaptées pour tous les tout petits, par exemple. Oui. Alors, pour les études, en fait, il faut aller dans la revue systématique de Novak sur la paralysie cérébrale parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les études qui ont été compilées sont citées à la fin. Donc là, vous aurez toutes les références sur les études concernant la paralysie cérébrale, non, la contrainte induite chez l'enfant paralysé cérébrale. Et après, qu'est-ce qu'on entend par protocole adapté aux enfants? En fait, le moment où je l'ai dit tout à l'heure, c'est la baby CIMT, donc des programmes adaptés aux bébés. Donc ça, c'est beaucoup les pays scandinaves qui ont travaillé là-dessus. Et en fait, donc c'est déjà la contrainte, elle est faite par une espèce de chaussette avec une petite plaque semi-rigide sous la paume, mais l'enfant il peut toujours bouger son bras. Et voilà. Et là, l'idée, c'est de la porter un petit peu tous les jours et de vivre normalement ses activités de bébé. Et en fait, et évidemment, d'être en permanence en interaction avec son parent pendant le temps où sa nounou, enfin, d'être en interaction avec un adulte pendant le temps où les bébés la portent. Et bon, ce que ça a montré, ces protocoles-là, c'est que déjà l'acceptation par le bébé était tout à fait naturelle quand c'était autour des 7, 8, 9 mois, alors que parfois quand on cherche à mettre une contrainte induite autour des 2 ans, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et que aussi à cette période-là, il y avait des très bons résultats sur le fait que le bébé il cherche à attraper un jouet de sa main saine, mais elle est dans la contrainte, il voit qu'il n'arrive pas à attraper le jouet, ben directement il va venir essayer avec l'autre main sans sembler se poser plus de questions que ça. Donc c'est vrai que les protocoles sur les bébés ont montré des choses très intéressantes, à la fois par rapport au vécu de l'enfant, puisque en fait à cet âge-là c'est bien vécu. Évidemment, le biais de recrutement, c'est que ce sont des familles volontaires, donc c'est des parents qui le vivent bien également, et ça se passe de manière harmonieuse entre l'enfant et le parent au moment où il faut faire ça, hein. Donc il y a un biais de recrutement, mais voilà. Donc ça globalement c'est et puis
Ce qu'ils ont fait aussi les Scandinaves, c'est qu'ils ont réuni les parents au moins une fois par semaine pour faire de la baby CIMT en groupe, quoi, pour voilà, qu'il y ait un aspect d'échange entre les familles, d'être dans une salle avec plein de jeux motivants et puis de voir faire les autres, etc. Donc ça, c'est pour la baby CMT. Et ensuite, les protocoles chez l'enfant. Alors là, par contre, c'est très problématique. Et je suppose que c'est pour ça, entre autres, que ça a quand même été mis en probant, mais non prioritaire, dans la synthèse des recommandations HAS. Parce que moi, j'avoue que pour avoir relu les recommandations, en fait, je faisais partie des relecteurs, j'étais quand même un peu étonnée qu'il l'ait mis en 3, donc en non probant, mais non prioritaire. Alors que, en fait, ce qu'on apprend au CUNFI, par exemple, c'est que ça a le même niveau de preuve que Habitil. Donc, bon, mais les protocoles chez l'enfant, ils sont très hétérogènes. Et bon, ben, ça, c'est un petit peu le problème, quoi. Chaque étude a fait son protocole. Donc, ils l'ont adapté à la situation dans laquelle ils étaient. Donc, ceux qui ont eu les plus hauts niveaux de preuve par rapport à ça, en fait, c'est les Australiens. Ils ont fait ça il y a déjà plus de 10 ans. En fait, ils avaient des soucis de famille et d'enfants qui étaient à plus de 800 km d'un hôpital, quoi, ce qu'on connaît pas, nous, dans nos pays beaucoup plus petits. Et du coup, ils ont créé des camps d'été où ils faisaient du suivi intensif avec au moins un port par demi-journée de contrainte induite. Ils faisaient en général demi-journée contrainte induite, demi-journée bimanuelle. Et ça sur 3 semaines à peu près, 3 semaines, 1 mois. Et en fait, au départ, alors grande surprise, parce qu'en fait, au départ, ils pensaient vraiment compenser une situation qui était plus compliquée chez eux qu'ailleurs. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient parfois des meilleurs résultats que quand les enfants étaient suivis de manière hebdomadaire parce qu'ils étaient en ville. Donc voilà, ça a commencé comme ça, les protocoles sur la CIMT, mais je dirais que ce qu'on retrouve dans pas mal d'études, c'est ce système-là. Sur 2-3 semaines, une demi-journée CIMT, demi-journée bimanuelle. Mais sinon, voilà, les protocoles vont de 2 heures par jour à 6 heures par jour, vont de port de la contrainte induite dans les activités quotidiennes classiques. Mais là, du coup, forcément, il ne faut pas que l'enfant soit en milieu ordinaire parce que sinon, c'est pas gérable, à du port de la contrainte que quand il est en situation de thérapie. Il y a certains protocoles qui incluent des temps de port à la maison, d'autres non, etc. Donc voilà, c'est malheureusement trop hétérogène. Merci beaucoup. Ça rejoint un petit peu l'idée que j'avais qu'il y avait beaucoup d'hétérogénéité et que c'était un petit peu compliqué de savoir comment faire quand on est un peu tout seul en libéral avec ça, en fait. Oui. En tout cas, la manière dont je procède, moi, c'est que j'essaye de viser que ce soit sur un temps plutôt court, en tout cas défini, et donc du coup à l'échelle de jusqu'à 6 semaines, quoi. Pour pouvoir être sur une période où on se consacre quand même à ça. Et réussir à ce que ce soit relativement intensif. Et la manière dont ça se définit, c'est beaucoup en fonction de l'environnement de l'enfant, du souhait de la famille. Et bon, moi, je pratique aussi sous forme de stage. Donc, si une famille veut venir faire 2 séances par jour sur une semaine, je peux le proposer. Et du coup, ça lance le truc après pour que il fasse la suite à la maison. Mais voilà, même sans avoir ça, l'idée pour la contrainte induite qui est très importante, c'est d'avoir la famille partie prenante du projet. Et puis, ce qui serait idéal, c'est de s'y mettre à plusieurs professionnels, particulièrement avec le ou la kiné de l'enfant. Éventuellement, selon les contextes, sa psychomote. Du coup, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que
ça a un côté rassurant, cette hétérogénéité, parce que ça montre toujours des résultats. Et finalement, la baby CIMT, c'est un peu tous les jours. Et les enfants qui ont eu de la baby CIMT et qui comptent et où on continue à avoir des progrès, parfois ils continuent à porter le gant comme ça un petit peu tous les jours jusqu'à leur peut-être 3 ans, parfois peut-être 4 ans. Et donc là, on n'est pas sur de l'intensif. Et en fait, il y a quand même aussi des résultats. Donc voilà, c'est sûr que ça a un côté perturbant, mais ça a un côté rassurant aussi parce que ça veut un peu dire, quel que soit le contexte dans lequel on peut faire, on peut le tenter, quoi. Mais pas sur une demi-heure par semaine pendant la séance. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait, merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il reste une dernière question? C'est le moment ou jamais, si vous avez encore des interrogations. Non? A priori, bon, il n'y a plus de questions, donc et ben du coup, voilà, j'espère que ce premier webinaire sur les jeudis de l'ergoccupation vous aura apporté des réponses et puis une première compréhension en fait de ce travail avec l'enfant avec paralysie cérébrale et donc l'activité d'Adeline. Voilà, donc comme je le disais, ce sera possible de revoir en visio ce webinaire donc sur le site. S'il y en a qui sont intéressés également par la formation donc des 24 et 25 février à Lyon, il reste encore quelques places. Voilà, et puis j'espère surtout qu'on vous aura apporté des réponses et que vous aurez trouvé ce premier webinaire intéressant et que vous aurez envie de participer au suivant. Et de la même façon que si vous avez, je ne connais pas les pratiques de tout le monde, mais si vous pratiquez des choses qui sortent, voilà, qui peuvent amener un plus pour notre communauté, et n'hésitez pas à me proposer d'intervenir également. Je te laisse faire un dernier petit mot de la fin, Adeline, si tu veux. Mettez-vous prochainement le programme du niveau 2 en ligne. Alors, on va déjà faire le niveau 1 et dès que le niveau 2 va être, enfin, dès que le niveau 1 va être fait, on va effectivement passer sur le niveau 2 pour répondre à l'Indège. Oui, Voilà. alors par rapport au programme, en fait, le programme du niveau 2, je pensais qu'il y était. En fait, alors pour l'instant, il n'y a pas de date pour le niveau 2 parce que c'est pensé pour que, en fait, un certain nombre d'ergothérapeutes fassent d'abord le niveau 1 et ceux qui ont envie de poursuivre au niveau 2 puissent, dans un second temps, le faire. Par contre, je pense que ce serait pas mal de mettre le programme parce que je pense que ce serait intéressant que les gens ergothérapeutes qui s'intéressent à la formation voient les deux. Ouais. En fait, il y est toujours sur 2021. Comme j'ai pas retiré la page 2021, c'est juste que je l'ai pas actualisé. Donc, le programme sera le même. C'est juste qu'il y avait des dates qui sont plus. Mais du coup, Nadège, tu peux regarder sur les formations 2021 et tu trouveras le programme, en fait. Voilà. Et je le réactualiserai effectivement et puis je le remettrai sur 2022 en plus. Voilà, je te laisse faire un petit mot de la fin pour finir si tu veux. Eh ben, je vous remercie pour votre présence, pour vos questions. Voilà, si vous avez des questions qui vous viennent après, je pense que le plus simple pour me contacter, ça reste quand même via ma page Facebook parce que je suis pas sûre de réussir à avoir le temps de répondre à ce type de questions par mail, en plus de tous les mails concernant le cabinet et tout. Donc voilà, donc c'est Adeline Avril, ergothérapeute. Ouais. Et puis de la même manière, si
si vous avez des questions sur la formation. Mais là, par contre, je crois que vous avez mon mail dans le programme de formation, non non, il ne doit pas y avoir ton Non. mail. Il ne doit pas y avoir ton mail, mais bon, ceux qui le veulent, il n'y a pas de souci pour me demander, puis Oui, voilà. l'envoie. Ouais, pas de souci là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de merci de tout le monde, de toute façon, pour ton intervention. Donc, je pense que tout le monde a l'air très satisfait de ce premier webinaire. Bon, Donc voilà, super, alors. il y en aura plein d'autres. Le prochain, ce sera rendez-vous, donc ça doit tomber le jeudi 10 février, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Et Nadège te souhaite bonne chance, Adeline, pour l'aventure de son nouveau cabinet. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, Bonne soirée à on tous. va vous souhaiter une bonne fin de soirée. Et puis, au plaisir de vous revoir sur un prochain webinaire ou une formation. Voilà. À bientôt à tous.